Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la Shadow March. Épisode 17 je crois de la Shadow March. Les PJ vont découvrir bien de nouvelles choses, mais avant qu'on voit tout ça, voilà ce qu'ils m'ont offert. Vous vous rendez compte? Ça m'était jamais arrivé pour le coup. Des gens, honnêtement, j'étais très ému quand j'ai reçu ça, parce que c'est la flûte du songe éternel les amis. En fait, les joueurs se sont organisés pour m'envoyer des cadeaux de la fête de l'hiver. Donc il y a un autre truc, attendez, je vais vous le chercher. Ils m'ont envoyé 2 cadeaux ces gros fous alors qu'on se connaît pas, hein. Enfin, on se connaît. Là, on commence à bien se connaître parce qu'on se voit toutes les semaines 17 fois consécutives. Et pour certains, j'avais joué quelques one-shots avec eux. Mais c'est ouf, ça m'était jamais arrivé. Ils m'ont envoyé des cadeaux, ils sont trop sympas. Donc là, bon, ça fait quelques jours que je les ai reçus avant de tourner cette vidéo. Mais sur le coup, honnêtement, j'étais ému quand j'ai vu le message en fait. Parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelqu'un qui est passé pour livrer un truc et je l'ai raté. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait quelqu'un qui vienne livrer. Et puis dans l'après-midi, derrière, il y a le joueur de Lifoué qui me fait ouais, en fait on t'envoie un cadeau et je crois que tu l'as raté, il faut que je le reprogramme et tout. Donc ils sont ouf, ils m'ont envoyé les bas-reliefs des ruines de Zerifar, donc qui est un petit bouquin avec des représentations comme ça qui font un peu vous voyez des sortes de créatures fantastiques, des trucs qu'on pourrait voir tout simplement sur des bas-reliefs dans des vieux temples et qu'on peut colorier et tout. Donc ça c'est assez cool parce que moi je kiffe le Grumpf et j'ai déjà fait. Oui, je suis un gros gamin. Pendant le confinement, j'avais imprimé certains de ces trucs et puis je m'amusais à les colorier justement dans des podcasts. Donc c'était assez à propos finalement ce bouquin. Et surtout, ils sont fous. Ils m'ont envoyé la flûte du songe éternel. Et en fait, moi au début, je croyais que c'était juste un petit gag. Puisque c'était écrit, ils m'ont mis un petit mot. Ils m'ont fait « On a retrouvé la flûte. Elle te revient de droit. Joyeuse fête de l'hiver. » Et du coup, moi, je vois ça et je me dis, c'est quoi ce truc? Vous voyez, elle a des gros trous, elle a pas vraiment de bec. Et moi, je pensais que c'était une sorte de gag, un truc en plastoc. Et en fait, c'est un vrai instrument. Alors, je sais plus comment ça s'appelle. Ah voilà, c'est un quena ou un quena, je sais pas trop. C'est une sorte de flûte primitive. Et donc, apparemment, c'est en bois de cerf, je crois. Et on est censé réussir à en faire sortir un son. Alors, pour l'instant, je n'ai pas réussi, je dois admettre. On réessayera plus tard, hein. Je n'y arrive absolument pas. Mais c'est un vrai instrument du coup. Et donc voilà, j'hallucine. J'hallucine complètement d'avoir reçu ça. Donc ça c'est vraiment un truc de ouf. Il fallait que je vous le partage. Honnêtement, c'est trop gratifiant quoi, parce que on joue toutes les semaines ensemble. Donc on commence à se connaître un peu, mais voilà, on se connaît de très loin et ils sont dispersés partout. À différents endroits, certains sont même pas en France. On a un Belge et on a quelqu'un qui voyage. Et ils se sont organisés pour m'envoyer ça, donc honnêtement, un grand merci, les gars, encore une fois. C'est un truc de ouf. Pour ceux qui connaissent pas la Shadow March, ça fait 5 minutes que vous m'écoutez, vous savez absolument pas ce que c'est. La Shadow March, c'est une campagne de jeu de rôle motorisée par Shadow Dark, une grande campagne bac à sable qui dure depuis quelques mois là maintenant, et où à chaque fois je vous fais des récaps, etc. Et voilà, si vous voulez voir le début, il va falloir regarder les épisodes précédents parce que je peux pas faire vraiment des résumés, il y a beaucoup trop de choses, il y a plein de trucs en cours, donc allez voir les épisodes précédents. Nous on va reprendre là où on s'était laissé. On reprend cette session de jeu de rôle alors qu'ils sont en train de périr dans le froid. Alors qu'ils reprennent la traque de Moran, nos joueurs réalisent que la piste de Moran disparaît. La dernière fois, ils avaient rencontré cet immense corbeau artificiel, et ce qu'ils comprennent rapidement, c'est que Moran s'est sûrement fait, à un moment donné, arraché au sol par le dit corbeau, puisque sa piste s'arrête soudainement. Les PJ, ne sachant pas où chercher davantage Moran, se retrouvent un peu paumés, et surtout, il fait beaucoup trop froid, ils se disent on ne peut plus avancer dans la forêt à ce rythme, il faut qu'on repasse par un village. Ils remontent donc vers le nord, ils croisent un petit temple de Ged qu'ils décident de ne pas visiter, et ils poussent jusqu'à Ravelin. Il faut dire qu'en fait, à ce moment-là, la plupart des PJ avaient quasiment plus de constitution à cause du froid, et donc il fallait absolument qu'ils se mettent à l'abri. Donc ça les détourne de leur objectif, parce qu'ils se doutent que Moran est parti plus vers l'ouest, mais ils doivent aller refaire des provisions, etc. Donc ils retournent vers Ravelin. Sur la route, ils discutent avec les autres membres du groupe, c'est-à-dire Rupert, Dietrich, etc. Et ils leur demandent ce qu'il y a du coup à l'ouest de cette forêt pour se préparer à y retourner plus tard. Et en fait, ce que Dietrich leur explique, c'est qu'il y a une légende qui est celle de la Dame des Bois. Et en fait, cette dame, voilà, on dit que c'est une sorte de femme qu'on aperçoit parfois se déplaçant entre les troncs, un fantôme. On dit qu'elle visite parfois les gens, qu'elle vient toquer à leur porte la nuit et qu'il faut lui donner à manger avant qu'elle ne reparte. Mais en fait, pour lui, c'est plutôt un truc un peu légendaire. Et le seul truc qui lui fait croire que ça peut être vrai, c'est l'histoire que raconte Talia. Donc je vous rappelle, Talia, c'était la vieille du village de Frena, du sanctuaire de Ged. Et donc c'est vraiment la doyenne de toute la région, Talia. Et elle raconte que
La Dame des Bois, c'est sûrement un fantôme du village de Falénar. Alors là, vous voyez déjà tous les voyages qu'ont fait nos PJ après, mais je suis désolé, je vais pas remettre à zéro la carte. Donc Falénar, c'est un village qui apparemment aurait fricoté avec des démons, aurait, il y a presque 100 ans maintenant, défié les elfes, commencé à couper du bois trop profond dans la forêt, et qui se serait retrouvé foudroyé par la revanche des elfes. Et donc, triste destin que le destin de Falénar. Et Talia prétend faire partie des dernières descendantes du village de Falénar. Et pour elle, la Dame des Bois, c'est un fantôme de cet épisode à Falénar. Donc, ils se font expliquer ça par Dietrich sur la route. Et puis, ils continuent à progresser vers le nord, jusqu'à arriver à Ravelin. Donc Ravelin, c'est un village qu'ils avaient plus ou moins ignoré plus tôt dans la campagne. Cette fois-ci, ils vont s'y intéresser. Donc, ils arrivent. Ils font la rencontre immédiatement de Ila. Ila, qui est la doyenne du village, qui leur dit qu'ils peuvent entrer, mais qu'ici, ils n'auront pas beaucoup de nourriture à leur offrir, notamment parce qu'un certain Brumlix est déjà passé par ici. Alors là, les PJ, un peu comme vous, j'imagine, se disent « Qui est Brumlix ?» Et ce qu'explique Ila, c'est que Brumlix, c'est un autre fier-routier qui n'est pas censé travailler dans la région. C'est pas sa circonscription, les PJ sont des fier-routiers aussi. Ils doivent s'occuper des terres environnantes de Frena. Brumlix, c'est un peu un fier-routier qui fait du zèle, qui vient pas du coin. Et avec sa bande qui se fait appeler la Rouge Patrouille, ils ont tendance à racketter un peu les gens du coin plutôt que de payer leurs rations, etc. Et ils sont déjà passés à Ravelin un peu avant les PJ, et ils ont exigé des rations, ils ont exigé des trucs. Donc les PJ, ils auraient pu l'apprendre ça en allant à Ravelin la première fois, mais ils avaient décidé de contourner, donc ils n'ont pas eu l'info. Cette fois-ci, ils arrivent, Ila leur explique que s'ils veulent prendre quelque chose, il va falloir payer. Et il leur dit les gens du coin sont pas forcément fans des fiers routiers. Donc j'essaie d'aller assez vite parce que les sessions sont de plus en plus denses, enfin, il y a beaucoup d'infos. Donc ce que vont faire les PJ pour prendre des rations, c'est qu'ils vont vendre un de leurs chevaux pour avoir des rations, parce que le village en manque. Et donc des chevaux, les paysans sont toujours preneurs. Donc ça, c'est un bon deal pour eux. Très certainement que les paysans auraient refusé d'ailleurs, par exemple, de l'or, etc., parce qu'ils en auront beaucoup moins l'utilité immédiate. Donc ils acceptent les chevaux. Ensuite, ils entrent, nos PJ, dans une petite auberge pour boire un petit coup. Et il y a une femme qui s'appelle Plymouth, qui fait une sorte de prophétie, qui est un peu en train de héler les gens. C'est une sorte de vieille voyante, vous voyez, et qui leur dit « Mes amis, cet hiver, l'apocalypse approche. Le mal va venir du nord, aveugle et sourd. Il va venir du dessous, rampant et froid. Il va venir de l'ouest, de feu et de fer. Il va venir du ciel, grondant et brûlant. » Donc un peu une faux folle. Et tout le monde est là à écouter son discours. Et puis les PJ, vu que c'est une sorte de voyante, ils vont lui demander ouais, est-ce que vous pouvez lire dans les lignes de ma main et tout. Et en fait, là, j'ai tiré des cartes aléatoires avec des symboles. Et j'ai demandé au PJ d'interpréter ça comme il voulait ou pas. Et du coup, par exemple, Grim, il a tiré arbre, feu et toile d'araignée. Il n'était pas particulièrement inspiré, donc il a dit bon bah voilà, elle lit dans mes mains, elle dit je vois un arbre, je vois du feu, je vois une toile d'araignée. Pareil pour Églantin, serrure, œil ensanglanté et cercueil. Ça, c'était vraiment plus un petit truc d'ambiance. Je m'étais dit, s'ils ont des idées de pourquoi Plymouth lit ça dans leurs mains, qu'ils ont envie de formuler un peu leur propre prophétie, ils peuvent, ça peut être un petit moment d'émergence. Mais ils l'ont pas fait, et donc en fait ces mots, soit ça va être des prophéties autoréalisatrices, vous voyez, puisque pendant la partie, il va se passer des trucs, et on va se dire, ah, ça fait penser à la prophétie qu'elle avait faite, soit ça pourra m'inspirer pour quelque chose plus tard, je ne sais pas. En tout cas, voilà, ils interagissent rapidement avec cette Plymouth. Un autre truc qu'ils vont faire dans le village, c'est qu'ils vont demander à Ila, finalement, si elle n'a pas des pistes à leur donner, en fait, parce qu'eux, ils savent pas trop où chercher davantage Moran, ils savent qu'elle s'est sûrement fait emmener par le corbeau, donc ils demandent à Ila, bon, bah, est-ce que vous savez des choses sur la région et tout. Elle est un peu réticente au début, mais elle va finir par admettre à Lifoué qu'il y a des braconniers, en fait, à Ravelin, et donc au début, elle hésite parce que le braconnage est interdit, et elle finit par leur lâcher l'info qu'il y a des braconniers de Ravelin qui vont dans la forêt pour chasser, parce que justement Ravelin manque de provisions pour l'hiver, et qu'ils ont vu le corbeau, et que justement le corbeau, vous voyez toutes les informations, plus on interagit avec le monde, plus elle se connecte, ils comprennent que le corbeau justement a tendance à aller, avait tendance, puisqu'ils l'ont tué à la séance précédente, à voler vers l'ouest, et probablement aller se poser près du coin de Falénar justement. Donc elle leur dit ça, mais elle dit par contre parlez pas du braconnage, s'il vous plaît, je vois que vous êtes des étrangers qui travaillent pour les fiers routiers. Mais voilà, le chapeauté a pas besoin de savoir, et puis nous, c'est un de nos moyens de survie, en fait. Donc elle leur dit ça. Grim et Églantin, eux, ils vont parler avec un homme encapuchonné dont le token a disparu, parce que justement, il a disparu, mais je vais essayer de vous le retrouver. Ils parlent avec un homme encapuchonné hyper bizarre, et en fait, de fil en aiguille, en répondant à une énigme qu'il leur pose, le mec est super space, ils finissent par comprendre que c'est un satyre. Donc je vous passe les détails de la scène, mais grosso modo, il fascine un peu tous les gens de l'auberge avec ses petits tips and tricks. Il transforme des petits bouts de bois en pièces d'or pour
les tromper, leur acheter de la bière à foison. Et donc petit à petit, ils vont réussir entre guillemets à découvrir qu'en réalité l'homme encapuchonné est un faune. C'est Églantin qui va s'en rendre compte. Et Églantin va lui taper Cosette, lui demander qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il est là, etc. Et donc le faune dit qu'il fuit la forêt, donc ce qui vient corroborer, ou en tout cas s'ajouter aux oiseaux. Vous vous souvenez des oiseaux dans la forêt de l'épisode précédent qui eux aussi disaient qu'ils quittaient la forêt, que tous les animaux quittaient la forêt parce qu'il y avait une sorte de malédiction. Et il dit, bah moi c'est pareil, la forêt est en train de s'éteindre et je pars avant qu'il ne soit trop tard. Et donc ils n'ont pas creusé tous les sujets avec le faune, mais ils ont quand même appris l'essentiel. C'est que le faune utilise des anciens raccourcis un peu de la féerie qui permettent de se déplacer plus rapidement dans la forêt. Et il leur en donne un. C'est-à-dire que le temple de Gedd qu'ils ont croisé plus tôt et qu'ils ont ignoré est en fait un passage secret qui permet d'aller chez les elfes. Donc ils savent pas où mène le temple, mais ils savent que ça peut être un raccourci utile pour plus tard. Arriver à Ravelin, c'est aussi une occasion pour eux de faire un peu le tri dans leur groupe, parce que là ils ont Rupert, ils ont Sarin, ils ont plein de monde avec eux, ils ont Dalman. Ils vont aller discuter, en particulier Tristam, il va aller parler avec Dalman et essayer de lui tirer les verres du nez, de savoir un peu pourquoi il a giflé le gamin la dernière fois. Et ils vont avoir cette sorte de conversation, je dirais pas d'amour vache, parce que je suis pas sûr que Tristam considère qu'il aime le personnage de Dalman, etc. Mais en gros, ils vont s'envoyer des fions en mode Tristam va dire pourquoi vous avez frappé le gamin. Dalman il fait parce que c'est une sale tête de mule. Et Tristam il fait oui, mais en frappant le gamin, vous n'avez pas oublié mes ordres. Et Dalman va lui dire oui, mais je ne vois pas pourquoi je recevrais des ordres de vous. Vous n'êtes pas mon supérieur hiérarchique. Et ils vont un peu se monter comme ça en tension. Finalement, Dalman va accepter parce que pour lui tout ce qui compte c'est de retrouver Moran. Il va accepter de s'excuser auprès de Sarin, ce qui va satisfaire Tristam. Et derrière, Tristam va demander à Rupert, donc notre petit voleur à la petite semaine, de partir et ramener Sarin à Frena. Ils vont demander aussi à Dietrich de rentrer après l'avoir payé, parce que Dietrich c'était leur guide, ils le payent et ils disent voilà, il faut que vous rentriez. En fait, le but de la manœuvre pour les PJ, c'est d'avoir un groupe moins nombreux, de mettre en sécurité le garçon, mais aussi d'une certaine manière plus ils restaient longtemps avec Dietrich, plus ils devaient le payer, parce que c'était leur guide, et plus ils avaient des bouches à nourrir, plus c'était compliqué en fait. Donc là, ils s'allègent un petit peu, et ça leur permet aussi de revoyager à cheval, parce que Dietrich n'avait pas de cheval. Là, ils ont vendu un de leurs chevaux, mais l'avantage c'est que Églantin et Grimm peuvent monter à deux sur un cheval, Tristam a son cheval, Lifoué a son cheval, Dalman a son cheval, et tous ceux qui n'avaient pas de chevaux, ils s'en débarrassent, ça va leur permettre de voyager plus vite dans la campagne. Et donc de moins avoir le risque de rester longtemps dans le froid, de consommer beaucoup de rations pour nourrir tous ces chevaux, etc. Donc ils ont un peu optimisé leur groupe, surtout que maintenant ils n'ont plus vraiment besoin des autres. Donc Tristam fait dire à Rupert, je te prie de croire que si tu ramènes pas le gamin à Frena, ça va mal se passer, cowboy. Et Rupert fait ok, je vais essayer de faire mieux, je sais que j'ai fait des conneries par le passé et tout. Et donc voilà, ils allègent leur groupe de cette manière. Et il me semble que la dernière chose qu'ils font à Ravelin avant de reprendre la route, c'est Tristam qui va aller parler à Dalman pour lui demander s'il savait pourquoi Moran a le visage brûlé. Puisque vous vous en souvenez, ils ont vu un tableau de Moran quand ils sont allés à Frena. Donc ils demandent pourquoi elle a le visage brûlé, hein, ça c'est sa tête. Et donc c'est écrit ici, hein. En fait c'est pas du spoil, puisque maintenant ils le savent. Moran par le passé a été envoyée à Pagor par son père et sa mère pour étudier à Pagor. Et en fait, elle est un peu entrée dans les mauvais coups, on va dire. C'est-à-dire qu'elle s'est un peu engagée politiquement. Et à force d'étudier, elle s'est prise d'affection en fait, pour la cause des demi-orques et de la classe ouvrière, entre guillemets, de Pagor. Hein, parce que Pagor, vous l'aurez compris, petit à petit, c'est plus une sorte de république qui a une sorte de... Si on suit le cheminement politique classique, une sorte d'avance à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'elle a vraiment une classe un peu bourgeoise. Il y a un peu une industrie, etc. dans la cité-État qui se met en place, et donc tous les hobgoblins là, qui coupent du bois, qui travaillent dans les campagnes, mais aussi dans les villes, sont littéralement une forme de classe ouvrière. Et il y a un certain Zrak Fandrebois, qui était professeur à l'université de Pagor, et donc professeur de Moran, qui commençait à défendre des théories comme quoi il fallait défendre la cause de cette classe ouvrière. Donc elle s'est mise dans ces trucs-là, elle s'est un peu fait embarquer dans ces trucs-là, et donc du coup elle s'est retrouvée dans des émeutes, et donc du coup elle a fini par se retrouver à être blessée dans une émeute, brûlée. Et dès que ses parents l'ont appris, ils l'ont rappelé à Frena pour qu'elle revienne à la maison, quoi. C'est ce que raconte donc Dalman à Tristam. Ensuite, ils reprennent la route et ils se font indiquer la position de Falenar sur leur carte pour aller plus rapidement là-bas en se disant que c'est sûrement là qu'allait le corbeau. Et comme a priori Moran s'était fait choper par le corbeau au tout, ça semble être la bonne destination. Donc ils repartent, touk. Là, ils voyagent tranquillement.
Et ils font 2 rencontres aléatoires consécutives. La première, j'ai tiré une rencontre très positive, et donc ils tombent nez à nez avec Mordred. C'est un chevalier de Mérismar. Au même titre qu'un peu Tristam, sauf que Tristam lui fait partie d'un ordre un peu particulier, puisqu'il fait partie de l'ordre des chevaliers de Saint-Idriss. Tandis que Mordred, c'est juste un chevalier errant. Et donc ils se reconnaissent l'un l'autre. Il y a un petit jet d'intelligence de la part de Tristam pour voir s'il reconnaît le blason de Mordred. Et d'ailleurs, comme j'avais pas particulièrement réfléchi au blason de Mordred, pour le coup, on a fait de la narration partagée. Je lui ai dit à quoi ressemble le blason de Mordred. Donc il nous dit que Mordred a un blason en forme de soleil couchant et que sa devise est l'honneur ne se couche pas. Et donc Mordred, qui escorte en réalité un groupe de pèlerins qui veulent se rendre justement au temple de Saint-Éragnis qui se trouve ici. Mordred s'avance et il discute avec Tristam. Tristam lui raconte tout ce qui se passe en fait. Mordred est curieux parce que Tristam est censé être baron. Qui plus est, il a un deuxième serment, c'est celui d'être chevalier de Saint-Idriss. Et Tristam se retrouve quand même à l'autre bout du monde, très loin de ses responsabilités. Mais Mordred, il est un peu dans le même esprit. C'est un peu un original comme Tristam. Donc ils s'entendent bien. Il lui demande alors Tristam, qu'est-ce que tu fais ici? Tristam lui explique tout ce qui s'est passé jusqu'ici en fait. Mordred fait ça. Je n'en attendais pas moins que toi. Tu as tué un dragon, tu dis. Et il est vachement impressionné. Et Mordred, lui aussi, il a quelques trucs à son actif. Sans être non plus une légende internationale. Voilà, il est pourfendeur de brigands. Il a vaincu un griffon, etc. Donc c'est un chevalier de renom. Et ce que Mordred lui explique à Tristam, c'est qu'il escorte donc des pèlerins jusqu'au temple de Saint-Éragnis, qui fait partie de l'armée d'invasion de Mérismar. Il lui dit, d'ici 1 ou 2 ans, Tristam, quand ses forces seront bien regroupées et qu'il sera bien organisé, le roi Marcus Falcas de Mérismar va sûrement marcher avec son armée sur Pagor. Et à ce moment-là, Tristam, il faudra que tu choisisses un peu dans quel camp tu es. Et d'ailleurs, vu que tu es baron, tu es attendu sous les étendards de Marcus Falcas. Donc là, je vois que tu as un écuyer hobgoblin et une petite suite d'étrangers pagoriens. Mais ça risque de te retomber dessus, Tristam. Et Tristam fait, mais je ne suis pas au service du roi Marcus Falcas, je suis au service de l'ordre de Saint-Idriss. Et je dois défendre le duché de Préa. Si je vous remonte un peu la map de Mérismar. Voilà, ça c'est l'endroit... Harimar, c'est la forteresse qui protège le nord de Mérismar. Ça c'est le duché de Préa. Et donc, techniquement, Tristam, il est censé servir pour défendre cette frontière. Et en fait, il s'est passé des choses depuis le départ de Tristam de Mérismar. Et Mordred lui rafraîchit, lui fait un peu l'actu mérismarienne, on va dire. Il lui dit qu'à Mérismar, le roi Marcus Falcas, là, il a épousé... En fait, à la base, Marcus Falcas était duc de Bréon. Il a épousé la duchesse de Germa. Et vu qu'il n'y avait que 3 duchés, maintenant, les 2 alliés, ça leur donnait une puissance politique suffisante pour que Marcus Falcas prétende à être roi. Et l'Église a accepté de faire de lui un roi. Et donc, par conséquent, le duc de Préa est son vassal, et par chaîne de serment de vassalité, en fait, techniquement, le bon Tristam est attendu sous les étendards. Il sert le duc, qui sert lui-même le roi de Mérismar, et donc ça jase un peu, quoi. À Mérismar, on dit, mais où est passé cet excentrique Tristam de Morgause? Tristam, il peut avoir la cote niveau chevalerie, on va dire, mais il n'a pas la cote au niveau... noblesse, quoi. Déjà qu'il a quitté sa baronnie pour entrer dans l'ordre de Saint-Idriss. Enfin, vraiment, il a un parcours un peu atypique. Et Mordred lui fait remarquer qu'on le pointe un peu du doigt au pays, entre guillemets. Ce à quoi Tristam répond qu'il a un plan, il a des ambitions, peut-être de réussir à se faire bon ami du chapeauté de Fréna qui se trouve ici, et que peut-être ça pourra servir. Il essaye d'approcher la noblesse pagorienne de son côté. Donc Mordred... ça le fait sourire et il se dit, ça c'est bien un coup de Tristam de Morgause. Il dit, moi je suis un peu comme toi, Tristam. Finalement, ce qui m'intéresse, c'est pas de piller des villages et de servir dans l'armée royale. Moi, je suis un chevalier errant par nature. Et j'ai entendu dire qu'il y avait des créatures dans le coin et j'aimerais bien en chasser pour venir nourrir les fables, les exploits. Donc Tristam lui dit, oh, ici tu vas avoir affaire, Mordred. Et il fait, on pourra peut-être se retrouver, j'ai des choses à te dire, mais pour l'instant, j'ai urgent à faire. Et Mordred dit, oui, tu as raison, moi aussi, je dois amener les pèlerins au temple de Saint-Éragnis. Donc Mordred part vers le nord, ils se séparent, mais ils se disent on se retrouvera bientôt. Ils avancent, nouvelle rencontre aléatoire. Donc ça, c'est les dés qui parlent. Donc là, je commençais à manquer un peu de rencontres aléatoires, honnêtement. Je me disais, statistiquement, il va pas y en avoir autant, mais j'en avais encore 3 sous le coude, je crois. Donc je retire un dé pour voir un peu de quelle nature est cette rencontre aléatoire. Et elle est plutôt neutre, c'est-à-dire on ne sait pas si c'est bien ou mal. Choisis la rencontre suivante, c'est-à-dire il tombe sur une cabane de braconniers, donc c'est les braconniers de Ravelin pour la faire courte, et ces braconniers sont en train plus ou moins de menacer un loup-garou. Donc ce loup-garou, si vous suivez la Shadowmarch, vous savez que c'est Brisette. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que Grim approche de la cabane, invisible, il voit le loup-garou blessé,
Et ensuite, il y a des braconniers qui arrivent. Donc à ce moment-là, Lifwe, pour avertir que les braconniers approchent, il envoie un message grâce à un corbeau, c'est un de ses pouvoirs un peu de Odin, il peut envoyer un message via un corbeau fantomatique pour prévenir Grimm, fais attention, des braconniers, reviens vers nous. Et finalement, de fil en aiguille, ils vont décider de pas laisser passer le truc et vont aller vers la cabane. Au début, ils étaient un peu prudents. Et surtout, il faut dire que nos PJ, il y en a plusieurs qui ont l'effet détaché. C'est-à-dire qu'ils ont utilisé beaucoup de points de corruption dans les combats de la partie précédente. C'est-à-dire ils peuvent prendre de la corruption pour relancer des GD. Donc ils l'ont beaucoup fait pour réussir à battre le corbeau la dernière fois. Et en fait, il y en a certains qui sont arrivés à un stade de corruption. Donc ça, c'est une règle maison. Ils sont arrivés à un stade de corruption qui font qu'ils sont un peu détachés. Donc au départ, Grimm, il se dit finalement, ce loup-garou, on ne le connaît pas. C'est trop risqué, laissons-le. Il joue ce détachement et finalement le groupe dans son ensemble, ils sont pas tous corrompus, se disent non, on peut pas laisser faire ça. Donc ils vont arriver, ils vont convaincre les braconniers de fermer de les laisser s'occuper du loup-garou. En échange de quoi, ils fermeront les yeux sur leur braconnage qui est illégal. Et donc les braconniers, voyant que ce sont des fiers routiers, vont prendre la malle. Se faire la malle plutôt. Et le groupe va longuement discuter avec Brisette. Je vous passe encore une fois les détails. Déjà, ils vont le ramener à sa forme humaine en lui montrant le collier qu'ils avaient récupéré de Kimil. Et en voyant le collier, ça va permettre à Brisette de revenir à lui-même. Ils vont parler avec lui. Et Brisette va leur indiquer qu'il se passe des choses étranges près de Falenar, qu'on va découvrir dans quelques instants. Donc, pas la peine que je vous dise tout. Mais il leur fait un peu de foreshadowing sur Falenar. Et ensuite, il leur dit, moi, il faut que je m'éloigne. Je suis trop dangereux pour les gens de cette région. Et même pour Kimil. Donc les PJ disent, vous pourrez retourner voir Kimil, peut-être vous trouverez un remède ensemble. Il fait non, c'est trop dangereux. Et il les remercie de l'avoir sauvé des braconniers. Et il part vers l'ouest, espérant trouver un endroit où il pourra se faire oublier. D'ailleurs, j'avais oublié de dire un truc à Ravelin. J'y repense parce qu'il y avait cette histoire de sortilège de messager d'Odin là qu'utilise Lifwe. C'est que Lifwe, il avait aussi utilisé de manière assez intelligente ce sort pour prévenir Loïs. Donc Loïs, c'est le père des 2 filles qui ont disparu dans la forêt, qu'ils allaient aller à Ravelin. Et ça a fait qu'en fait, quand ils sont arrivés à Ravelin, il avait passé le message à Loïs, venez à Ravelin, on a des informations sur vos filles. Et donc Loïs était revenu à Ravelin, et les PJ ont pu lui dire, bah voilà, on est en train de retrouver vos filles, etc. D'ailleurs, ça a permis de confronter Loïs à Rupert. Le père a donc pu engueuler Rupert pour avoir emmené ses filles boire des coups. Et à ce moment-là, les PJ ont aussi demandé, bah, est-ce que votre fille est rentrée? Et je l'ai tiré aléatoirement. Vous savez, la 2e fille qui était repartie vers chez son père. Et là, je me suis dit, bah, je sais pas. Et j'ai utilisé ma fameuse règle du D6 qui tranche. Positif, négatif, et donc c'était un des 6 positifs, et donc elle était bien rentrée chez son père. Et maintenant, les PJ ont dit, bon bah on va essayer de faire en sorte de retrouver votre fille. Et d'ailleurs, Tristam a dit à Rupert, qui repartait avec Sarin vers Frena, une fois que tu auras ramené Sarin à Frena, tu vas aller chercher la 2e fille et ton copain, et tu vas les ramener. Donc Rupert, ils espèrent que Rupert va réussir à accomplir cette quête qu'ils lui ont donnée. Donc finalement, le groupe, la dernière chose qui va être jouée dans cette partie, c'est qu'ils vont arriver à Falenar. Et à leur arrivée, ils surplombent le village et ils voient ce qui se passe. Et Brisette, le loup-garou, les avait prévenus de ce qui se passait ici. Ils voient des automates. Des gens, en fait, taxidermiques, comme le corbeau, bourrés de paille, des sortes d'automates, un peu comme des épouvantails, qui sont en train de reconstruire le village détruit de Falenar. Donc ils sont en train de couper du bois, de récolter de la pierre, pour plus tard fabriquer des briques et reconstruire peu à peu les maisons. Donc ils commencent tout juste ce chantier, et ils marchent comme ça, saccadés. Comme un peu des fétiches de la sorcière dans Kirikou. Et donc ils surplombent cette position, ils se disent « Oula, qu'est-ce qu'on fait ?» Et en fait, Brisette leur va expliquer que parfois, les automates s'en allaient vers l'est. Et donc les PJ se disent « Bah peut-être on pourrait traquer un des automates pour voir où ils vont, etc. » Essayer de mieux comprendre. Et donc, c'est Églantin qui va essayer de relancer son sort d'invisibilité sur Grimm, pour que Grimm puisse aller justement observer de plus près les automates, voir ce qui se trame vraiment dans ce village. Et là, il fait un échec critique. Et du coup, l'effet catastrophique de sa magie que je tire, c'est que d'un seul coup, il fait noir total, les PJ voient plus rien. Donc il se retrouve plongé dans le noir, là, t'as Églantin, il fait « Oui, la magie, je sais pas, 100%, des fois ça rate. Hein. » Et commence à se disputer un peu comme ça. Et je leur dis, quand le sort revient et que votre vue revient, vous avez fait du bruit, et vous êtes nez à nez avec les automates qui sont en train de vous regarder comme ça, les yeux vides, avec leur hachette. Comme des zombasses, ils les attaquent. S'ensuit un combat assez difficile. Ça fait 2 fois d'ailleurs, 2 séances comme ça qui se finissent en combat assez difficile, notamment pour Tristam. Ils vont réussir à neutraliser tous les automates. Hein. Au final, ils vont remporter le combat, mais Tristam va se retourner à 1 point de vie quand même. D'ailleurs, à un moment donné, comme ils sont lents les automates, Tristam
et qu'il en a 5 autour de lui, il va demander à faire une attaque de zone, et il n'y a pas vraiment de règles pour faire une attaque de zone au corps à corps. Donc à ce moment-là, j'ai arbitré, ok, tu peux faire autant d'attaques qu'il y a de mecs autour de toi, c'est-à-dire que tu peux tous les toucher en un tour si tu veux. Par contre, eux, ils ont, pour chaque jet en fait que tu vas rater d'attaque, tu as laissé ta garde ouverte, et tu vas te prendre directement les dégâts, leurs dégâts, sans même qu'ils aient à rouler pour toucher. Donc c'est quand même très risqué, et effectivement, à la fin du combat, il va se retrouver à un seul point de vie, même si ils vont avoir battu tous les automates. Donc il va y avoir de la flèche d'acide, il va y avoir l'Ifoué qui va faire un sortilège pour galvaniser et faire en sorte que justement Tristam soit possédé par la force d'Odin. Grim va combattre avec sa dague. Il va réussir d'ailleurs, Grim, à capturer un des automates en l'enroulant avec de la corde. Et c'est Dalman qui dans le combat va prendre les plus grands risques et va se faire arracher un œil. J'y pense maintenant, mais j'avais pas du tout fait exprès. Mais en fait, ça vient déjà un peu faire la prophétie de Églantin. Vous voyez, en tirant les cartes, là, il y avait œil ensanglanté dans sa prophétie. Et bah voilà, organiquement en jeu, on a une petite réponse. Donc Dalman se fait arracher l'œil, il va se faire sauver la vie par les autres grâce à leur magie, etc. Et voilà, combat éprouvant, et qui va un peu resserrer les liens d'ailleurs entre Dalman et Tristam. Et ce qu'ils vont découvrir, alors en fait ils l'ont découvert plus tôt, mais des fois j'ai un peu de mal à mettre les choses dans l'ordre. Ce qu'ils vont découvrir, c'est que tous ces automates là, qui sont bourrés de paille, ont aussi une sorte de cœur mi-organique, mi-végétal, qui sointe une sorte de liquide un peu bizarre. Donc ils se disent, voilà, ça doit être sûrement des constructs. Ça confirme cette histoire que c'est pas juste des épouvantails enchantés, quoi. Et a priori, leur objectif, ça va être de continuer à chercher dans cette zone Moran les fois suivantes. Donc voilà un peu ce qui s'est passé dans cette partie. Je m'excuse, je suis fatigué, je pense que c'était un peu décousu, mais voilà, c'est le jeu. Donc il s'est passé pas mal de choses, j'ai essayé d'aller à l'essentiel, et voilà. La prochaine fois, nous verrons. Je pense que là, ils arrivent dans les zones un peu plus denses, c'est-à-dire qu'il commence à y avoir un peu des dénouements à certaines choses. Après, c'est pas dit qu'ils obtiennent toutes ces informations, mais voilà, ils ont quand même pas mal exploré la région. Ils ont fait pas mal des rencontres aléatoires que j'avais. Il reste encore pas mal de choses à découvrir. Et puis surtout, il y a des nouveaux événements qui arrivent. Vous voyez l'arrivée de Mérismar, de Mordred. C'était une rencontre aléatoire que j'avais créée vraiment aujourd'hui, au jour où je tourne la vidéo, où on a joué la partie en fait. Parce que le temps passe, là maintenant ça fait bientôt 10 jours qu'ils sont dans la région, et donc je me dis, il va peut-être y avoir un nouvel acteur qui va entrer dans la région. Et c'était le chevalier de Mérismar et les pèlerins. Donc le temps passe et il faut regarnir un peu la région. Et on avance tranquillement à travers cet hiver éprouvant. Et ce qui est cool, c'est qu'on va encore pouvoir jouer même la semaine prochaine, alors que les fêtes auront commencé. Donc la campagne ne verra pas de pause en fin d'année, a priori. Donc voilà, moi je vais aller m'entraîner à essayer de faire un vrai son avec cette flûte. Et puis voilà, j'espère que ça continue de vous plaire. Et je vous dis à très bientôt sur Bon MJ. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.